pense, tout le monde dans sa vie a eu une maîtresse, un prof, un boss, tellement sévère qu'il avait peur, qu'il effrayait, qu'il le mettait vraiment dans tous les états. D'aussi loin que je me souvienne, la maîtresse sévère, je l'ai rencontrée à l'école de la gendarmerie mobile. J'étais en CM1. Cette maîtresse enseignait la classe de CM2 et tout le monde avait une peur bleue d'elle. Et un jour, elle m'a dit, parce que j'étais assez dynamique, je me suis fait remarquer et elle m'a dit, toi, quand tu seras dans ma classe, je vais te redresser comme ça. Et pour moi, se redresser comme ça signifiait un tas d'atrocités qu'elle allait me faire. Et pour moi, c'était quelque chose à éviter à tout prix. J'ai grandi dans une famille de 11 enfants. Nos parents ont su créer une alchimie qu'aujourd'hui encore on essaye de copier d'eux. Papa représentait la sécurité, mais aussi la discipline. Et maman, la tendresse, l'amour et toujours la présence. Et en classe de CM1, donc, il fallait à tout prix ne pas aller chez la maîtresse sévère. Il fallait tout faire pour ne jamais aller dans cette classe-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tellement mal travaillé que j'ai repris le CM1. Avec 7 de moyenne. C'était plus facile. Comme ça, au moins, je n'allais pas aller dans sa classe. Sauf que manque de chance, l'année d'après, je suis retournée au CM1, toute contente d'avoir échappé à la classe du CM2. Mais la maîtresse était toujours là. Elle n'avait pas disparu et le problème restait entier. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que l'année prochaine, je n'aille pas chez la maîtresse sévère? Et j'ai réfléchi. Tellement réfléchi. Et puis, j'ai eu une idée pour mes frères qui était très folle, parce que n'oublions pas que j'avais 7 de moyenne l'année d'avant. Je suis rentrée à la maison, toute décidée, et j'ai dit, je vais passer mon concours d'entrée en 6e et le CEP au CM1. Au moins là, j'étais sûre que la maîtresse n'allait pas aller m'attendre en 6e. Et mes frères, qui se rappelaient de mes notes, m'ont dit, oh, attends, jamais tu ne vas pas y arriver. 7 de moyenne et tu penses que tu peux faire ça? Et là, ma mère m'a dit, tu penses vraiment que tu peux le faire? J'ai dit oui, je peux. Parce qu'au fond de moi, je ne pouvais pas dire pourquoi, mais je savais exactement ce qu'il fallait faire pour éviter d'aller dans cette classe-là. Et puis elle m'a dit, tu vas le faire comment? Je lui ai dit, je vais prendre des cours de répétition, je vais travailler, je vais redoubler d'efforts et je vais réussir. Je vais prouver à tout le monde que moi, je peux réussir, même s'ils considèrent que je suis un peu bête. Et mes parents ont soutenu mes cours de répétition. Ma mère m'a menée de l'omnisport jusqu'à l'école de la gendarmerie mobile qui est en Waikele pour faire des cours de répétition. Mais comme je l'ai dit, les parents ont su créer en nous une alchimie qui a fait de nous non seulement des frères, mais aussi les meilleurs amis du monde. Même s'ils trouvaient que je n'étais pas assez outillée pour réussir ces examens, mes 3 aînés m'ont accompagnée. Je suis la 4e. Le jour de l'examen, de l'entrée en 6e, c'était tellement stressant parce qu'il fallait avoir 12 de moyenne pour réussir. 10 ne suffisait pas. Donc, ils m'ont accompagnée à l'entrée de la salle. Chacun me disait, si on te demande la devise du Cameroun, tu dis ça. Si on te demande ça, tu dis ça. Si on te demande ça, j'avais des coachs en fait qui m'accompagnaient et j'étais vraiment boostée. Et dans la salle, quand je tournais ma tête vers la fenêtre, je les voyais et c'était rassurant. Et j'ai passé mon examen. Le jour des résultats, j'étais toute fière de voir mon nom. Concours d'entrée en 6e réussi. Ça voulait dire que j'avais plus de 12. 7 était vraiment loin aujourd'hui. Et c'était vraiment pour moi une très grande réussite. Après l'épreuve du CEP, tout le monde est unanime que le concours d'entrée en 6e est plus difficile que le CEP. Et moi, je le pensais aussi. Donc, je suis allée composer le CEP toujours avec mes coachs. Et le jour des résultats, ma mère est allée avec mes frères, mon frère aîné. Et puis, ils sont rentrés à la maison autour de 18h. Ils me disent, bof, tu n'as pas réussi. J'ai dit, jamais. Si j'ai pu avoir plus de 12 de moyenne et que le CEP, on le fait avec 10, c'est sûr que j'ai réussi. Et je veux aller voir.
Et à l'époque, les résultats étaient affichés en Guaykélé. Apparemment, Guaykélé est le mot maître de tout le monde ici. Et puis, je suis allée avec ma mère. Elle m'a soutenue, elle m'a accompagnée. Il était déjà tard. Mais sauf que j'avais une très petite taille à l'époque et la grille était plutôt haute. Je ne pouvais pas lire mon nom. Et là, elle me dit, peut-être qu'ils ont raison. Je lui ai dit non. Et je me suis accrochée sur la grille au point d'avoir les doigts en sang. Et dès que je me suis accrochée, je me suis soulevée. J'ai vu mon nom en surbrillance. Amina Toussaher. Je lui ai dit, j'ai réussi. Et j'ai réussi, j'ai lâché, je suis tombée. Mais j'étais tellement fière de moi. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que il suffit d'avoir la volonté. Mes prédécesseurs l'ont dit, il suffit d'avoir la volonté. Il suffit de penser positivement. Mais il faut également savoir reconnaître, faire face à la difficulté, ne pas l'éviter, ne pas nier qu'on a des problèmes. Et ça, c'est le premier facteur d'une personne résiliente. C'est le premier caractère d'une personne résiliente. Ne pas nier la difficulté et être soutenu par ses proches. Chercher des gens qui peuvent nous soutenir et nous tirer vers le haut. La résilience, en fait, c'est quoi? C'est le pouvoir de rebondir face aux difficultés, quelle que soit la difficulté. Que ce soit la perte d'un proche, que ce soit la guerre que certains ont connue, quelle que soit la difficulté, la résilience, c'est le pouvoir de rebondir et de ressortir plus fort, plus grandi et pouvoir affronter les prochaines difficultés plus aguerries. C'est ça la résilience et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui avec vous parce que je pense qu'on a tous besoin de cet élément-là dans nos vies. Tout le monde a des problèmes. Deuxième expérience, j'ai eu mon expérience d'enfance et quelques années plus tard, j'ai ma fille Aïcha qui a eu des problèmes de lecture au CP. Toute la classe savait lire, mais Aïcha ne savait pas lire. Malgré que j'ai pris une maîtresse pour s'occuper d'elle parce que je n'avais pas toujours le temps d'être avec elle, la situation ne s'améliorait pas. On a essayé plusieurs fois de l'aider, son père et moi, mais on n'a pas réussi à lui apprendre à lire parce qu'on n'avait vraiment pas le temps et on se disait peut-être qu'elle a un problème. À un moment donné, je me suis dit peut-être qu'elle est dyslexique, peut-être qu'elle connaît tout l'alphabet, mais elle n'arrive pas à agencer les syllabes. Il faut dire aussi que le système éducatif a changé. Moi, j'ai appris l'alphabet A, B, C, D, et puis j'ai appris B, A, BA. Mais elle, dans son système éducatif, on apprend les sons A, B, Q, D, E. Il fallait moi-même que j'apprenne avant de pouvoir l'aider. Donc, prendre une maîtresse ne m'a pas aidée. J'ai pensé qu'elle est dyslexique. J'ai regardé sur Internet qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant dyslexique. Et j'ai trouvé qu'il fallait voir un orthophoniste. Ce n'est pas des métiers courants chez nous. J'ai trouvé l'adresse d'un orthophoniste sur Internet à Douala. Et je suis allée le voir. Et quand je lui expliquais le problème, de moi-même, je lui ai dit, j'ai peur qu'elle soit dyslexique. Apparemment, c'est moi qui ai posé le diagnostic. Parce que 2 minutes après, il me dit, bon, on va faire des tests. Il a fait 2-3 tests qui ne sont pas très, à mon avis, convaincants. Parce qu'il lui a demandé de lire une lettre, etc. Je savais déjà qu'elle ne sait pas lire, donc ce n'était pas très convaincant. Et puis à la fin, il me dit, elle est dyslexique. Je lui dis, OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il me dit, on va faire des séances. On va faire 10 séances. La séance à 30 000 francs. Et pendant 1 mois, et ça va changer la situation. J'ai très vite calculé parce que je ne suis pas très bonne en calcul, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas bonne en mathématiques, mais en termes d'argent, je sais très bien calculer. Et quand j'ai calculé, je me suis rendu compte que ce monsieur me demandait de lui donner 300 000 francs en 1 mois. Et je n'étais pas convaincue. Je lui ai dit ça, je ne pense pas que ça soit possible. Vous allez lui donner un comprimé, comment vous allez faire? Il ne m'expliquait rien de concret. Et puis j'ai décidé de m'occuper d'Aïcha moi-même. Je suis allée sur Internet, j'ai vu comment les autres apprennent à leurs enfants en difficulté à lire. J'ai décidé de prendre la chose en main. En 2 semaines, j'ai pris des tutos sur Internet, j'ai passé des journées avec Aïcha. Je l'ai motivée parce qu'elle avait peur. Chaque fois qu'on prenait son livre pour lire, elle pleurait parce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas le faire, elle n'arrive pas.
je l'ai motivé et je l'ai encouragé. On a travaillé pendant 2 semaines et Aïcha, aujourd'hui, sait lire en 2 semaines. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Je suis un peu émotive. Elle a 9 ans. Elle est en CM1. Là, les leçons que je retiens, c'est être optimiste. Il faut être optimiste. C'est un caractère de résilient. C'est important pour nous aider à affronter les difficultés. Et il faut se fixer des objectifs. Ça permet de savoir où on va et de savoir quelle énergie il faut mettre et qui peut nous aider. C'est très important. Dans le cadre de mes activités associatives, j'ai eu l'occasion en 2014 d'être dans l'équipe qui est du mouvement Unis pour servir, qui était chargé de s'occuper de l'accueil des réfugiés centrafricains à Garoua-Boulaye. Les réfugiés centrafricains sont entrés dans notre pays entre mars et avril 2013. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont entrées en 3 semaines. Il n'y avait pas d'endroit où les loger. Il n'y avait pas d'endroit où les loger. Ils étaient installés partout, à même le sol. Et quand l'équipe d'Unis pour servir est arrivée sur le terrain, la première chose qui m'a frappée, c'est que des enfants dormaient sur des tissus, des nattes, des objets de fortune. Il n'y avait pas encore l'assistance du HCR qui n'avait pas réussi à agir rapidement pour gérer tout ce flux de réfugiés. Et Garoua-Boulaye, c'est une très petite ville. Il faut dire que le nombre de réfugiés est plus important que le nombre d'habitants même de Garoua-Boulaye. Donc, la première chose qui m'a frappée quand je suis arrivée sur le site, j'ai vu des femmes en train de laver des enfants. Ce sont des enfants qui ont perdu leurs parents. Ce ne sont pas forcément leur maman qui les lavait, mais ce sont des gens qui se sont mis ensemble. Il y avait des femmes qui avaient perdu leurs enfants, des enfants qui avaient perdu leur maman. Il faut dire que dans le nombre de personnes qui sont arrivées dans notre pays, il y avait un très grand pourcentage d'enfants, de femmes et de vieillards. Donc ces femmes lavaient les enfants. Et puis il y avait d'autres à côté qui avaient fait des foyers de fortune pour faire à manger. Et quelque chose m'a frappée. Comment elles lavent les enfants? Elles n'ont même pas d'habit de rechange à leur donner. Elles n'ont pas de toit. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles essayaient d'avoir une vie normale. C'est le soir, on lave les enfants. Pour leur mettre quoi sur le dos? On ne sait pas. Mais on vit une vie normale. Et ça, vraiment, ça m'a frappée. J'ai vu cette volonté de continuer à vivre malgré avoir tout perdu. Elles ont tout perdu. Il ne leur restait que leur vie. Elles n'avaient pas à manger. Elles n'avaient pas de vêtements. Elles n'avaient pas de toit. Mais elles s'occupaient de laver les enfants et d'essayer de les nourrir. Quelques années plus tard, dans le cadre de l'opération du mouvement One Billion Rising, en 2019, je suis retournée à Garoua-Boulaye. J'ai trouvé le camp des réfugiés qui avait été construit par l'équipe de Unis pour servir. Et je me suis renseignée. Il y a eu plus de 700 naissances entre 2014 et 2019. Ils ont décidé de vivre. Ils ont été résilients. Et ils ont développé la petite ville de Garoua-Boulaye. Aujourd'hui, il y a des commerçants partout. Les choses bougent. L'objectif de One Billion Rising, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes. Et le programme de cette année, c'était d'aider les femmes à être autonomes financièrement, parce que c'est un des facteurs qui les aide à éviter ces violences-là. Donc l'idée, c'était d'aller à Garoua-Boulaye, dans ce camp de réfugiés, et de former 500 personnes en activité génératrice de revenus pour les aider à mieux appréhender le futur. Et nous avons trouvé des femmes actives, des femmes qui ont réussi à organiser leur vie après tout ce qu'elles avaient vécu. Des femmes qui ont créé des entreprises parmi ces réfugiés. Des femmes qui font tourner leur commerce et qui vivent au quotidien de ce qu'elles produisent elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de très frappant. Et là, les leçons à retenir, c'est déjà d'accepter le changement. Les choses vont changer. On ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive. Déjà qu'on ne choisit pas qui on est. Et tout à l'heure, Reine disait, elle n'a pas choisi son nom. Il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Et il faut pouvoir accepter le changement. Avoir la foi, c'est important. Le professeur a parlé de Dieu. On a besoin de Dieu dans nos vies parce que c'est ça qui nous permet de tenir quand on n'a personne. Et s'entourer des personnes positives, je pense que
Marilyn l'a dit, être positif, c'est le premier pas vers le développement. Il ne suffit pas d'être résilient, mais être un tuteur de résilience, c'est aussi très important. C'est quoi un tuteur de résilience? C'est quelqu'un qui aide les autres à sortir des difficultés. C'est quelqu'un qui aide les autres à affronter leurs problèmes. C'est quelqu'un qui aide les autres à se prendre en charge, à accepter leur situation. Et quels sont les éléments du tuteur de résilience? C'est de manifester l'empathie envers les personnes qu'on a en face de nous. C'est intéresser à leur côté positif et les encourager à chaque étape qu'ils passent. Même si on trouve que ce n'est pas positif, il faut les encourager à chaque étape. Et ça, c'est très important. Je vous remercie et j'espère que tout le monde sortira d'ici plus résilient et aussi super de résilience.